Féroce. Présenté par Clara et Clémence Fadj, tous les mois, nous rencontrons un invité littéraire pour une conversation à livre ouvert. Bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de Féroce Book Club. Notre invitée aujourd'hui est Carole Boinet, directrice de la rédaction des Inrocks et autrice de son premier roman intitulé L'Enthousiasme, qui est paru aux éditions Stock en 2026. Pour la partie Book Club de cet épisode, Carole a choisi Dans ma chambre de Guillaume Dustan. Mais dans un premier temps, nous allons parler de l'enthousiasme. Bonjour Carole, merci d'être avec nous, c'est chouette. Merci à vous. Peut-être une petite explication de l'histoire de l'enthousiasme. Donc, c'est une jeune femme qui quitte Paris après des épisodes répétés de sorties, de beaucoup d'interactions négatives avec les hommes, qui décide d'aller en Bretagne, dans la maison de ses grands-parents, se mettre au vert, couper un peu de son quotidien trop dur, et écrire un roman qui lui a été commandé par une éditrice. D'abord le titre, alors c'est un peu classique de commencer par le titre, mais c'est quand même l'enthousiasme, ça interroge. Et tout au long du livre, d'ailleurs, tu reviens un peu sur ce terme-là pour nous expliquer pourquoi tu t'es accroché à ce mot. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a décidé? Oui, bien sûr. En fait, l'enthousiasme, c'est vraiment... moi, ce qui m'intéressait, c'était la racine grecque du mot, quoi. C'est-à-dire que l'enthousiasme, c'est pas du tout la joie ni le bonheur. C'est vraiment, en fait, dans la Grèce antique, c'était une sorte de pulsion divine qui permettait à l'être humain d'être debout. Et en fait, toute cette idée-là me travaillait beaucoup parce que c'est ce que le personnage principal a perdu quelque part. C'est pas tant un bonheur béat ou la joie d'être en vie, mais c'est la capacité en fait à être en vie et à avoir cette pulsion de vie. C'est une énergie. Voilà. Et c'est cet enthousiasme-là, quoi, face à la vie. Et je trouvais ça intéressant de travailler comment elle a perdu cet enthousiasme. Et puis, comment récupérer un enthousiasme face à la vie. Donc, j'ai décidé de partir, parce que ça a été très difficile de trouver un titre. Et au début, j'étais plutôt sur des titres qui donnaient la violence du texte, qui donnaient voilà, sa noirceur, etc. Et au bout d'un moment, dans un dialogue avec mon éditrice, on a décidé de prendre plutôt justement le pas de côté, quoi. C'est-à-dire de partir plutôt sur finalement cet enthousiasme-là, après lequel elle court parce qu'elle a perdu. Et on trouvait aussi que ça donnait finalement l'espoir qui se glisse quand même dans le texte. Oui. Parce que c'est vrai que ton roman, ton texte, c'est, moi je trouve, un livre de quêtes. Il y a plusieurs quêtes. Il y a en effet la quête de l'enthousiasme. Il y a une quête un peu introspective, je pense, de ta narratrice. Mais ça, justement, j'aimerais beaucoup que tu nous en parles. Tu vois, elle a une recherche pour essayer, je pense, de comprendre son rapport à la vie, à plusieurs choses, aux hommes, à elle-même, aux femmes. Et il y a aussi cette quête journalistique de ce livre qu'elle écrit, qui est un livre pour lequel elle interviewe de nombreuses femmes d'âge, de milieux différents, sur l'amour, sur savoir quelle est leur expérience, leur rapport à l'amour, pour écrire un livre qui sera une espèce de livre cathédrale de l'expérience un peu multiple, universelle de l'amour à travers tous ces témoignages. Et moi, j'ai trouvé ça, voilà, tout ce mélange des quêtes, c'est très intéressant. Est-ce que tu pourrais nous parler de cet aspect-là de ton roman? Oui, c'est vraiment un roman de quête, comme tu le dis très bien. C'est-à-dire que moi, j'avais envie de montrer comment une jeune femme aujourd'hui se retrouve un peu noyée sous des injonctions contradictoires, noyée en fait sous une perte finalement d'identité et d'individualité, et comment elle n'a plus la capacité à être sujet au monde, quoi. Elle est complètement objectifiée par les hommes. Elle s'objectifie d'ailleurs elle-même. Elle est un peu perdue comme ça dans la crise, on peut dire, amoureuse qui agite le monde contemporain. Et elle se noie là-dedans. Mais elle se noie, elle se débat plutôt, quoi. Il y a quand même chez elle cette espèce de pulsion de vie qui l'amène justement à ne pas se noyer, mais à chercher coûte que coûte à sortir la tête de l'eau.
Et ce livre de commande, je trouvais ça intéressant parce que, alors, pour la petite histoire, parce que la question m'a souvent été posée, ce n'est pas du tout l'histoire de mon livre. Oui. C'est-à-dire que moi, c'est pas du tout un livre de commande et ça aurait pu, mais c'est pas du tout le cas. Mais je trouvais ça intéressant parce que ça me permettait de raconter aussi un certain milieu de l'édition, Oui. de raconter aussi les attentes littéraires Ouais. actuelles qui souvent sont justement pas très littéraires. Mais il y a Et un super sont- passage d'ailleurs dans ton livre. Voilà, quand- ils sont de Mhm. plus en sur ça. plus sur quand même faire le buzz, Ouais. le témoignage brut, le récit de soi, aller Mhm. droit au but, surtout ne plus faire de détours, etc. Le livre sujet, quoi. Tout le monde veut qu'un livre porte un seul sujet. Ouais. Et je trouvais que, enfin moi en tout cas, c'était des réflexions qui m'habitaient intellectuellement. Et que j'avais envie de travailler aussi dans le livre, quoi. D'où cette idée de livre de commande. Et sur l'amour, moi, ça, c'est une réflexion qui m'interpelle beaucoup. C'est-à-dire que moi, dans mon travail aussi, donc je suis directrice de la rédac des Inrocks, mais avant d'être directrice, je m'occupais déjà de notre numéro sexe estival. Donc, il y a un numéro, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, qui sort tous les étés depuis 20 ans maintenant, et dans lequel on travaille la question des sexualités, mais aussi la question de l'intimité, quoi, la question de l'amour. Et c'est vrai que il y a beaucoup, beaucoup de questionnements depuis, on va dire, si on essaye de dater un peu l'explosion de MeToo, quoi, 2016-2017. Qu'est-ce que l'amour aujourd'hui? Qu'est-ce que l'amour entre un homme et une femme? Mhm. Comment on peut faire couple? Comment on peut être amoureux? Comment on peut avoir des relations sexuelles? Et toutes ces grandes questions, moi, me travaillent beaucoup. Je les Ouais. trouve extrêmement Ouais. intéressantes. J'ai pas forcément les réponses, mais en tout cas, je J'ai trouvais pas ça... dit qu'il y ait des réponses. Voilà, mais en tout cas, d'ailleurs. je trouvais Ouais. ça intéressant Mhm. de les amener dans un livre. Ouais. Et quoi. d'ailleurs, dans ce que j'ai bien aimé dans ton livre, c'est quand tu parles de ça, tu parles justement d'accusations de frivolité et qu'on a tendance à prendre ça un peu pour du divertissement. Sauf quand tu penses que voilà, c'est des sujets d'intimité qui révèlent beaucoup de choses. Alors, j'aimerais bien être plus précise et dire exactement ce que tu as dit. La vérité se cache dans l'intimité. Très tôt, elle avait compris que se cachait dans l'intimité une vérité qu'il était impératif de dire. Et donc, dans l'intimité, tu parles en effet de la chambre, enfin du sexe, quoi, d'ouvrir les draps et de voir ce qui se passe dans le lit des personnes. Donc, Oui, parce que moi, j'ai le sentiment, enfin, c'est pas qu'un sentiment d'ailleurs, je crois que c'est très réel, que souvent, tout ce qui a trait à l'intimité a été vu soit comme frivole, Mhm. soit comme anecdotique, soit comme des choses qui ne concernent pas du tout la vie collective, la vie Des choses publique, privées. des choses Mhm. privées. Et sous couvert de cet adjectif de ça ne nous regarde pas, c'est privé, c'est la vie intime, c'est la vie privée, etc. Je trouvais que c'était surtout une façon assez habile de cacher des violences, quoi. Oui. Et souvent, moi, quand il y a silence quelque part, ça c'est mon côté journaliste, ça m'intéresse quoi d'aller creuser. Quand il y a un silence journalistique, quand il y a un silence sociétal, je me dis Mhm. tiens c'est bizarre quoi, pourquoi on balaye comme ça ce sujet en taxant de frivole. Allons plutôt voir ce qui raconte ce sujet-là. Oui. Et pour moi, le terrain de l'intime raconte beaucoup de choses. Pour moi, la vie intime est extrêmement politique et elle n'est pas du tout uniquement de l'ordre privé. Pour moi, elle raconte à la fois beaucoup de choses sur l'individu, sur le collectif, sur la société dans laquelle on gravite toutes et tous. Et donc, moi, c'est vraiment des endroits où je pense que la parole doit circuler le plus possible. Et c'est vrai que ta narratrice, elle cherche justement à un peu conjurer le silence, à enregistrer des voix, mais il y a une voix qu'elle n'a pas enregistrée, je pense qu'il faut en parler quand même, c'est la voix de la grand-mère. Et ta narratrice, elle est aussi en quête de retrouver la voix de sa grand-mère qu'elle n'a pas enregistrée. Sa grand-mère, donc, qui n'a pas été épanouie dans sa vie privée, disons, je pense, pour faire simple. Et est-ce que tu pourrais nous parler de ce personnage de la grand-mère, de cette espèce d'effet miroir entre la narratrice et la grand-mère? Et quel était le sens pour toi de cette question des générations, des femmes, de l'héritage aussi, de la filiation, dans le contexte de cette réflexion? Mais c'est très juste ce que tu dis. Je pense qu'effectivement, elle court après beaucoup de choses, sa narratrice, son enfance perdue, etc. Mais aussi, effectivement, la voix de la grand-mère qu'elle n'a pas enregistrée et ce moment un peu fort qu'elle a vécu avec sa grand-mère, quoi, où sa grand-mère lui explique qu'elle n'a jamais joui et finalement,
elle reste interdite, quoi. Il se passe rien, elle prend pas Elle sa lui grand-mère sort dans les comme ça bras. d'un coup. Enfin, Voilà. pour De le but en blanc. contexte, quand même, c'est que ça lui Voilà, arrive dans la tête dans la tête brutalement et personne ne réagit vraiment, quoi. pendant qu'elle boit un chocolat Voilà, chaud. la grand-mère éponge le chocolat qui a été renversé Et paf. et elle passe un peu à autre chose, quoi. C'est-à-dire Ouais. enfin, aucune des Mhm. deux ne se saisit vraiment de ce moment. Le Et donc, réflexe, c'est le silence. voilà, et Ouais. donc le moment finalement la hante comme quelque chose qui n'a pas été conclu, quoi, comme si elle n'était pas allée au bout de quelque chose. Et donc Elle n'a pas aidé sa grand-mère. Voilà, et elle donc l'a laissé. bah, Elle sa l'a grand-mère laissé qui a enfermée dans le silence. voilà, qui a quand même essayé d'ouvrir une porte, quoi, Oui. d'ouvrir une porte de dialogue maladroitement, mais qui a quand même essayé de faire Mhm. quelque chose, de dire quelque chose. Et à un moment, elle n'a pas réussi totalement à réceptionner, quoi, ce que lui racontait sa grand-mère. Donc je pense qu'elle est hantée aussi par ça. Et moi, ce qui m'intéressait, effectivement, c'est de raconter des chocs générationnels, quoi. Oui. Comment cette femme... en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est de raconter quand même les contradictions, la complexité des êtres humains, les paradoxes, etc. Pour moi, c'est à cet endroit-là que se situe aussi la littérature. Donc, cette grand-mère, elle est très ambivalente. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est une femme qui s'émancipe économiquement, elle Oui. monte une station-service, C'est une femme forte. ouais, elle engrange de l'argent, elle se met à bien s'habiller, elle Ouais. prend soin d'elle, etc. Et puis, quelque part, il y a une sorte de plafond de verre, quoi. C'est-à-dire qu'elle est quand même ramenée à son Oui. statut de femme par son mari et ses amis, qu'elle sert à table, elle peut pas, elle, boire de l'alcool. Et il y a aussi, elle est écrasée totalement par la religion Oui. catholique, qui est très présente aussi dans ce village breton. Et donc, je trouvais ça intéressant de montrer ce parcours de femme qui essaye un peu, quoi, d'être une individu. L'épanouissement, il peut être professionnel, il peut être social, mais il n'est pas personnel. Oui, Voilà. bah, comme tu disais, la vie privée, comme elle est enfermée, on la laisse un peu dans son coin parce que c'est privé à verrou. C'est là où, pour des gens comme la grand-mère, c'est Ouais. beaucoup plus difficile Et finalement ça de... rejoint la quête d'identité du Oui. personnage qui a du mal à se fixer pas pour elle-même, en fait. Elle dit souvent qu'elle est une éponge et elle prend ce qu'on lui... Enfin, elle renvoie Ouais. ce que les autres veulent voir en elle, en fait. Oui, tout à fait. Il y a vraiment un côté sujet miroir, Oui. quoi. Elle est devenue un peu le miroir, mais parce que aussi, elle a grandi en étant, je pense, le miroir aussi des hommes Oui. qui voient leur puissance en elle, quoi. Donc, elle s'est construite comme ça en devenant une sorte de miroir d'autrui sans avoir une véritable Oui. identité. Je sais pas si c'est la bonne expression, mais sans avoir une construction Oui, c'est ça. personnelle, quoi. Ton livre, il pointe du doigt très justement cette internalisation, pardon, du regard masculin qui fait qu'une femme va se voir elle-même comme un objet plutôt qu'un sujet. Et moi, quand je pense à ça, j'ai l'impression, tu sais, c'est un peu le microplastique du patriarcat qui est un peu partout dans notre système à force d'être plongé dedans depuis l'enfance. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Il y a une phrase de Roland Barthes. Alors, citer Roland Barthes, je me sens tellement prétentieuse, mais malheureusement, la phrase s'applique Bah, très c'est bien. bien de citer Roland Oui, Barthes. c'est vrai. Mais il dit, c'est ce mouvement d'un sujet qui n'est pas un objet, mais qui se voit devenir un objet. Pardon, c'est un sujet qui n'est ni un sujet ni un objet, mais qui est un sujet qui se voit devenir un objet. Et j'ai l'impression que ton roman, c'est un sujet qui, après coup, en fait, a cette réalisation, tout ce processus de se rendre compte qu'elle a été un objet. Et c'est ce moment de réalisation qui est très bien rendu dans ton roman avec de la finesse, je trouve. Et Et avec beaucoup de liberté aussi. Je Ouais. pense qu'il n'y a pas de jugement. C'est un discours politique, mais pas pesant, en tout cas. et qui reste très personnel, surtout. qui reste personnel, ouais. Ouais, ça, je trouve que ce que tu dis sur le côté microplastique du patriarcat, c'est vraiment ce que j'avais aussi envie de raconter. C'est-à-dire que je trouve qu'on part un peu du principe à l'heure actuelle que on est très femme, donc on est très féministe, quoi. Ouais. Mais je pense qu'on devient féministe. Et je pense ça s'apprend et on développe sa pensée, etc.
c'est pas forcément des acquis. Et j'avais vraiment envie de montrer comment cette femme se débat dans des injonctions totalement contradictoires et se débat aussi face à son patriarcat intégré, quoi. Ouais. Et se demande un peu ce qui vient du patriarcat, ce qui vient de son propre désir à Mhm. elle. Ce qui voilà et c'est Mhm. là-dedans qu'elle se perd totalement. Elle sait plus très bien en fait ce qu'elle a choisi, ce Oui. qu'elle a subi. euh, et il y a toute cette réflexion-là que je trouve assez intéressante, ouais. Ouais. Bah, Ok. c'est vrai que finalement, se libérer du patriarcat, c'est une nécessité absolue, mais c'est aussi une charge de plus pour les femmes. Ah Et bah bien sûr. ouais, et ça peut briser, mener à l'épuisement, et on revient à l'enthousiasme et à l'énergie. Oui, ouais, bien sûr, il y a vraiment cette idée d'épuisement aussi. Et puis je pense que elle s'épuise aussi parce que, ce que je dis souvent, c'est que finalement, que ça soit une relation sexuelle ou une relation amoureuse, à mon avis, ne peut advenir que s'il y a un terrain de jeu qui est un peu fixé, Ouais, avec des règles ou du moins, et surtout avec une égalité entre les partenaires. Et je crois que comme cette égalité n'existe pas véritablement entre hommes et femmes, il y a ce jeu sexuel qui n'advient pas, quoi. C'est-à-dire qu'elle, elle pourrait oui, jouer à être soumise, elle pourrait jouer, mais tout ça chez elle finalement est plutôt de l'ordre du jeu mais en fait, en face, les partenaires sont bloqués dans une forme de mhm, premier degré total, où Qui la finalement soumettent, en fait, voilà. très Et rapidement. donc en fait, ça ne fonctionne absolument pas et c'est aussi ce non-fonctionnement, que je voulais un peu, mettre à jour, quoi. Oui, elle le dit, elle cherche un frère. Ouais. mhm. Là où en réalité, elle trouve plutôt des amants sans égalité, en effet, dans leur façon d'appréhender le sexe. Ouais. Ouais. C'est bien aussi que tu aies choisi de faire une fiction, mais en effet, on sent quand même que ta motivation, elle est beaucoup dans faire passer des messages et nous faire ressentir de l'intérieur ce que peut être une vie de femme aujourd'hui traversée par tout ce que tu dis là. Oui, je crois qu'il y avait, comme moi j'ai vraiment cette casquette quand même de journaliste et cetera, en fait, j'ai passé quand même, quasiment 20 ans de ma vie maintenant à explorer, de façon journalistique, toutes ces thématiques et à un moment, en fait, j'avais beaucoup plus envie de creuser aussi, le côté organique, quoi. Ouais, C'est-à-dire de produire, un endroit de littérature, qui, fasse ressentir aussi au lecteur de façon beaucoup plus organique la violence que cette femme subit, ou, enfin, ou du moins ressent, quoi, et dans laquelle elle est empêtrée, et qu'on soit vraiment embarqué avec elle. Et c'est vraiment là, c'est à cet endroit-là que j'avais un peu envie de me détacher, quoi, du côté essai, du côté ouais. journalistique, etc., pour travailler un autre endroit. Mais c'est plus doux le résultat, même si l'histoire est violente quand même. Le résultat est plus doux, je pense qu'il y a un côté un petit peu moins impératif. On rentre dans le sujet, on n'est pas un peu forcé de comprendre ce que tu veux dire, on est amené Ouais. doucement vers ce Bah, résultat. c'est vrai qu'avec cette narratrice qui n'a pas de nom, qui est en effet un miroir parfait pour le lecteur aussi, on a moins l'impression de lire l'histoire de quelqu'un d'autre que quand on lit un article sur quelqu'un. Et à ce sens-là, je trouve que ce fait d'intégrer les témoignages qu'elle enregistre, elle, dans son livre. D'ailleurs, tu dis que tu n'aimes pas le mot témoignage dans le livre. Donc, je devrais peut-être pas utiliser ce Si, terme. si. Juste, je sais pas trop quel synonyme utiliser. Mais en tout cas, ton roman aussi, dans la forme, il se démarque parce que on a des paragraphes très longs, une écriture assez en fil, qui défile en pensée, en Très en parole. oralité, C'est ouais, assez oral, mais c'est très ouais. aussi l'intériorité de la narratrice. Ouais. Et quand elle écoute ces enregistrements des femmes qu'elle a interviewées pour son livre sur l'amour, ça s'intègre parfaitement, ça coule. C'est pas du dialogue, c'en est, mais presque typographiquement, en fait, dans le livre, on le réceptionne comme sa narration à elle. Et j'aimerais beaucoup savoir, par rapport à cette question, tu vois, de l'intime, du réel, par rapport au journalisme, cette forme, tous ces choix, comment ça t'est venu? Est-ce que ça a été une évidence? Est-ce que tu as dû faire plusieurs essais d'écriture pour te dire que finalement, c'était ça qui fonctionnait le mieux pour toi? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Ouais, ça a vraiment été peut-être le point le plus difficile, c'était vraiment
pas tant l'écriture en elle-même que la construction du livre, quoi, et de trouver sa musique et que la musique d'ensemble fonctionne, enfin en tout cas pour moi, à mon oreille, quoi, qui est quelque chose qui fonctionne quand je le lis à l'oral ou Oui. quand je le relis. Et ça, ouais, ça a été compliqué. Par exemple, les témoignages dont tu parles, appelons-les comme ça, je me suis posé la question, c'est-à-dire que j'ai travaillé à un moment des formes qui étaient vraiment comme si le texte était coupé, c'est-à-dire qu'on n'était plus tellement dans la tête de la narratrice, enfin du personnage principal, et soudain on arrivait dans un truc un peu plus objectif, quoi, d'un narrateur un peu omniscient qui raconte vraiment le moment du témoignage, etc. Et c'est vraiment des choses instinctives, c'est-à-dire que je trouvais que ça fonctionnait pas, quoi, que la musique se perdait. Et je trouvais justement que ce que moi, qui était très important pour moi, c'est-à-dire qu'on reste avec elle, qu'on reste dans sa tête, qu'on soit totalement embarqué avec elle, bah, soudain, ça se perdait, quoi. C'est-à-dire qu'on sortait d'elle, Mhm. on rentrait trop dans la tête de quelqu'un d'autre, on perdait en fait la musique globale du Ça livre. cassait le charme. Ouais. Ouais. Et donc, c'est comme ça Oui, que... parce que le ça- rythme, elle revient souvent sur certains sujets. On a quand même le sentiment qu'elle prend son temps, en fait. Alors, c'est pas volontaire, puisque c'est justement un travail qu'elle fait sur elle-même de sortir la tête de l'eau et de retrouver son enthousiasme. Mais il y a quand même une sorte de litanie comme ça, de musique, comme tu dis, qui s'accélère vers la fin. Alors, on sait très bien, parce qu'on n'a absolument pas révélé. On n'a rien spoilé. On n'a rien spoilé, donc on continue comme ça. Mais je trouve que justement, à un certain moment, ça s'accélère. Et en effet, c'est une chanson, quoi. Ouais, ouais, il y a vraiment ça, mais je pense qu'il vient aussi de mon rapport assez fort à la musique. Oui. Moi, j'ai toujours, enfin, j'ai beaucoup écrit sur la musique. Je viens quand même d'un milieu très musical. Je suis rentrée journaliste musique aux Inrocks, donc j'ai ce rapport quand même très fort, ouais, à la musique. Et je pense que quelque part, ça s'est retranscrit dans ma façon d'écrire et dans ma façon d'aborder la littérature, quoi. Il y a vraiment un truc musical dans la Oui, de langue. l'ordre du refrain que tu Ouais. n'hésites pas à reprendre. Il y a des mots qui reviennent, qui reviennent. Oui. Ouais, c'est vrai que c'est une musique qui est venue, mais ça, c'est venu assez naturellement. C'est-à-dire que j'ai pas du tout travaillé le Mhm. langage du texte, quoi. La façon de décrire ce texte m'est venue assez simplement. Ouais. C'est vraiment plutôt sur la construction d'ensemble où là, ouais, là, je me suis un peu pris la tête. Oui. Là, il y a quand même, il y a vraiment eu un travail même de collage quasiment. C'est-à-dire que parfois, j'écrivais un passage. Mais je ne savais pas exactement où j'allais l'insérer dans le texte. Oui. Donc, il y a eu vraiment des allers-retours comme ça avec moi-même Mhm. sur la construction d'ensemble du texte pour savoir où je plaçais exactement les passages, comment ça allait faire un tout cohérent. Et j'avais très peur aussi parce que le texte forme une sorte de tourbillon, quoi. Oui, c'est vrai. Et j'avais un peu peur parfois quand même que le lecteur ou la lectrice soit complètement perdu. Ouais. Enfin, Oui, c'est risqué. voilà. Ouais. Et c'est vrai que quand on écrit soi-même un texte, c'est pas facile, quoi, d'avoir le recul Tout à nécessaire fait, oui. pour comprendre à quel endroit la personne pourrait être complètement larguée et ne plus Mhm. rien comprendre. Et ça, c'est complexe. C'est, je pense, là-dessus que j'ai le plus travaillé, quoi. Je pose une dernière question. Je me demandais, qu'est-ce que tu aimerais que la lectrice ou le lecteur ressente à la dernière page? Voilà, quand on termine ton livre, qu'est-ce que tu aimerais Dans quel état qu'on ait tu veux ressenti? qu'on soit? T'es posé cette J'espère... question déjà, Non, d'ailleurs? jamais. Je pense quand même un enthousiasme. Ouais. C'est-à-dire l'enthousiasme de... Mais ça va être difficile de répondre à cette question Sans spoiler. Ouais, Ouais, c'est mais clair. l'enthousiasme, parce qu'on peut quand même dire que... D'ailleurs, ça peut être réjouissant pour le lecteur qu'il sache qu'il y a une note d'espoir, enfin, qu'il y a une Oui. sorte d'ouverture quand même à la fin du livre qui, moi, me paraît importante. C'est-à-dire Bien que sûr. c'est un livre qui creuse la noirceur, qui creuse la violence, qui creuse tout ça, mais qui quand même dessine une forme d'espoir. Une respiration. Voilà, Ouais. chez cette femme qui quand même va sortir la tête de l'eau. Et je trouverais ça assez chouette que les lecteurs et les lectrices ressentent quand même cet enthousiasme-là et se mobilisent sur le fait d'être sujet au monde, quoi, Mhm. et de ne pas être objet. Mais Parfait. Ouais. Parfait. Merci, Carole. Merci beaucoup, Carole. Du coup,
pour la deuxième partie du podcast, parlons donc de ton livre choisi pour le book club qui est Dans ma chambre de Guillaume Dustan. Donc un roman, disons, d'autofiction qui date de 96, qui suit le quotidien d'un homme gay qui vit à Paris dans le milieu de la nuit gay, qui a ses relations amoureuses, celles qui viennent d'échouer, celles qui commencent, ses relations amicales très proches qui sont aussi des relations amoureuses. Et puis, on le suit vraiment au quotidien dans une écriture très limpide, très, très, très blanche, où on voit toutes ses sorties, toutes ses relations sexuelles, tout son vécu de la séropositivité et de la séropositivité de son environnement, de grand nombre de ses amis et de ses amants. Et je vais m'arrêter là. C'était juste pour nous donner un peu le contexte. Mais alors, pour commencer, Carole, est-ce que tu pourrais déjà tout simplement nous dire pourquoi tu as choisi ce livre pour le book club? Qu'est-ce qui t'a Je poussé me à faire demande, ce je suis choix? casse-gueule. Hier soir, je me suis C'est dit, l'amour du risque. Ouais, hier soir, je me suis dit, c'est quand même casse-gueule. Mais je l'ai choisi parce que... déjà parce qu'on ne parle pas beaucoup de Guillaume Dustan. Ouais. Et je trouvais ça important de sortir un peu de ce que j'aurais pu choisir d'un peu plus convenu, comme Duras, qui a été très Ouais. importante pour moi. Mais bon, je pense qu'il y a suffisamment de podcasts sur Marguerite Duras. Ouais, Guillaume Dustan, c'était un personnage quand même à nul autre pareil, parce que c'était vraiment une grosse tête, comme on dit, quoi. C'est quelqu'un qui a fait l'ENA, qui est devenu juge, donc qui était vraiment habité par la loi. Quelle est la place de la loi dans la société, quelle est la place de la loi par rapport au corps aussi des individus, etc. Et donc, c'est quelqu'un qui a fait quand même de brillantes études et qui vient d'un milieu extrêmement bourgeois et qui, à un moment, en fait, claque tout. Au moment aussi où il découvre qu'il est séropositif et décide d'être qui il est finalement au plus profond de lui-même, c'est-à-dire un écrivain. Et donc il prend le pseudonyme de Guillaume Dustan et il publie en 1996 Dans ma chambre comme une forme aussi de façon de rayer quelque part William, donc qui est son vrai prénom, et sa vie d'avant. Et donc il tire un peu un trait sur qui il fut pour se réinventer en tant que Guillaume Dustan, en tant qu'écrivain. Et j'aime bien aussi, moi j'ai toujours été assez fascinée par la réinvention, quoi, l'invention de soi. C'est-à-dire que les écrivains qui se racontent et qui quelque part décident aussi de qui ils vont être en tant qu'écrivain, mais aussi en tant que sujet au monde. Ouais. Et il y a vraiment ça chez Guillaume Dustan, où il a vraiment décidé aussi de qui il serait, quoi. Et d'ailleurs, l'épitaphe sur sa tombe, qui est très très belle, c'est quelque chose comme moi, j'ai toujours été pour tout être. Ah oui. Et il avait aussi ce côté-là, quoi. C'est-à-dire qu'il avait une capacité Contenir des multitudes. Ouais, contenir des multitudes, décider de qui il allait être, et décider aussi quasiment parfois de faire n'importe quoi. D'où les moments là où le grand public, on va dire, a connu Dustan, c'est le moment où il fréquente les plateaux médiatiques comme le plateau de Thierry Ardisson, il arrive en perruque, il raconte à moitié n'importe quoi pour provoquer l'Assemblée, et il devient une sorte de trublion, assez agaçant d'ailleurs, et il va se faire beaucoup, beaucoup d'ennemis, notamment parce que il promeut le bareback, donc c'est-à-dire le fait d'avoir des relations sexuelles en tant que séropositif sans capote, entre adultes consentants, mais but still, quoi, j'ai envie de dire. Et donc ça effraie énormément, notamment ACT UP, mais aussi la société française qui trouve qu'il est complètement irresponsable, il est complètement suicidaire, quoi. Mais ils prennent la responsabilité de chacun. Voilà. Et donc, c'est là où Dustan fait débat aussi, mais c'est vraiment un personnage extrêmement complexe. Oui. Et donc assez fascinant. C'est vraiment un personnage en lui-même de roman, quoi. Et parce que cette lecture m'a quand même profondément marquée dans ma vie. Je l'ai lu à quel âge, oui. Je dirais vers 24 ans. Ouais. Et je le relis très souvent. Mais pas que celui-là, d'ailleurs, beaucoup de livres de Dustan me marquent profondément parce que c'est la première fois, je pense, dans ma vie où soudain le sexe arrivait à ce point-là dans la littérature. Oui. Et j'avais jamais rencontré ça avant. Cette forme quand même extrêmement brute, quoi. Dans le livre, il parle d'autobiographie pornographique. Voilà. Érotique. D'autopornographie. Excusez-moi. Ouais. Oui, ou alors... Ouais.
les mots sont importants, en Oui. effet. Ouais. Mais il y a vraiment ça, c'est une autopornographie, c'est Oui. quasiment un texte pornographique. Bon, après, on pourrait se demander ce que c'est la pornographie, mais Oui. en tout cas, c'est un texte qui est très brut, comme ça, sur ses relations sexuelles, son rapport au sexe, quitte à ce qu'on ait un peu la nausée par moment, enfin, qu'on en ait un peu C'est marre, beaucoup, quoi. oui, Voilà, c'est, c'est beaucoup. Oui, c'est chaque page. Oui. Mais Il n'y a pas de répit. moi, ça m'a Mhm. vraiment profondément marqué. Ouais. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est sa capacité à prendre des endroits qui, pour moi, n'étaient pas forcément littéraires et à les emmener dans la littérature. Donc, il y a le sexe, mais il y a aussi les courses à Monoprix, Oui. les supérettes, Tout à fait. les nightclubs. Et soudain, le club, en fait, la nuit, la drogue, deviennent des sujets littéraires avec du stan et que moi, je n'avais pas connu avant à ce point-là. Et ça m'a énormément enthousiasmée, pour ne pas faire un mauvais jeu de mots. Et ça m'a beaucoup réjoui, quoi, cette espèce d'endroit que j'ai trouvé, en fait, cette faculté à faire de la littérature un endroit quand même très punk, Oui, c'est vrai. extrêmement rock, extrêmement insolent, et justement à la désembourgeoiser, à montrer que la littérature n'est pas qu'un endroit un peu de froid, voire de formol, et à en faire quelque chose de très vivant. Et je trouve que dans sa façon d'écrire, qui, comme tu le disais, une écriture assez simple, quoi, en fait, il a quand même une capacité qui est incroyable à nous embarquer totalement dans une forme de Ah temps oui. présent. Ah, mais c'est un livre On- qu'on peut Oui, pas c'est ça. poser. On a le livre d'une l'impression traite. d'être Mais avec il n'y a lui. pas de passé, il n'y a Non. pas de futur, on est dans son quotidien. Parce qu'en fait, Ouais. il ne parle, il y a très peu de pensées, enfin il y a des pensées, mais il y a beaucoup d'actions. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment une littérature de l'action et il parle Mhm. de ses personnages ou de lui-même à travers leurs actions. C'est vrai. Et en fait, cette littérature d'action fait qu'il y a une sorte de temps présent qui est très très vivant. Et pour moi, c'est une littérature du vivant, quoi, Oui. qui est incroyable, Mhm. qui est sidérante. Il fait peu de pauses, en effet, Ouais. sur lui-même, on a le sentiment que C'est qu'il très, avance, c'est qu'il très avance, dans le qu'il mouvement. avance. Ouais, Ouais, ouais. en effet, ouais. Et ça m'a vraiment sidérée positivement. D'autant qu'en plus, c'est une littérature aussi de mort. Bah, c'est ça, c'est ce que Parce j'étais en train qu'il de parle oui. beaucoup de sa C'est une course contre la mort, ce livre. Bien sûr, Oui. de sa séropositivité, pardon, du sida, des gens qui meurent. Et donc, il y a cette espèce de double mouvement, quoi, Oui. de course à la vie pour Il y a un peut-être côté fuir la mort. remplissage, Ouais. justement, d'essayer d'avoir autant d'énergie possible, autant de vie, de sexe, d'échange, de sortie, de remplissage, pour repousser la mort et pour ce corps qui impose la mort pour en fait en faire un objet de vie le plus possible. Moi, ça m'a vraiment extrêmement émue aussi, cet aspect-là. Et c'est vrai que, alors je trouve qu'on est mais pas, enfin, il y a pas de nécessité de faire des rapports entre ton livre et ce livre-là, c'est pas le but du book club, mais c'est vrai que c'est 2 livres où il y a quand même une très grande présence du corps et toi, dans ton roman, dans l'enthousiasme, il y avait une phrase que j'avais beaucoup appréciée. C'était, à un moment, ta narratrice se dit: «Quand on a essoré le corps, que reste-t-il?» Et cette phrase a été dans le et je l'avais en tête en lisant Dustan aussi, parce qu'il y a ce côté, tu sais, jusqu'où on peut pousser le corps et en fait, ça me fait me demander pourquoi on essore le corps. Et lui, oui, c'est vrai, il y a peut-être le rapport au sida, à la mort, et j'aimerais que tu nous parles de toi, ce que tu ressens sur cette question-là, du corps, qu'est-ce que essorer le corps avec la littérature, pour toi, ça veut dire quoi? Ben, je pense que ça, c'est une grande question, moi, qui m'habite beaucoup. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi la relation entre, appelons-la, l'âme, et le corps, quoi. Et à quel moment, en fait, les deux sont absolument reliés, mais on ne sait pas tellement comment. C'est-à-dire que c'est Ouais. la magie et c'est la beauté des êtres animés, c'est qu'on ne sait pas bien où se loge notre âme, et on ne sait pas bien à quel moment, justement, le corps essoré va avoir une incidence peut-être dévastatrice aussi sur l'âme, quoi. Et il y a ce truc, ce rapport-là, ce frottement qui, moi, m'interpelle beaucoup et qui rejoint la dialectique qu'on a toutes et tous peut-être étudiée en philo, qui était nature versus culture, quoi, qui, moi, m'interroge beaucoup parce qu'on est des êtres de nature, mais nous sommes des êtres de culture. Et cette espèce de friction, là encore, entre notre être naturel et notre être culturel, pour moi, c'est à la fois la beauté de l'être humain et c'est à la fois le grand trouble de l'être humain. C'est ce qui provoque aussi des bouleversements parfois dramatiques
dans l'être humain. Et je trouve que c'est aussi quelque part ce qu'explore Dustan dans cette espèce de course un peu frénétique au sexe. On ne sait pas bien finalement s'il court après sa propre mort et après l'essorage de son propre corps, ou s'il essaye de retrouver une pulsion de vie, quoi. Et il y a cette espèce d'inconnu qui, moi, m'intéresse beaucoup. Mais parce que j'aime bien l'inconnu aussi en Oui, c'est vrai littérature. qu'on a du mal à savoir s'il est autodestructeur ou au contraire dans le déni. Hédoniste aussi. Est-ce que c'est de Oui, l'autodestruction ou ou est-ce que tout c'est à de fait, ou si c'est l'hédonisme? de l'hédonisme, ouais. Oui. Mais je crois que c'est Il cette... laisse planer quand même Ouais. le doute. Il navigue un peu entre les deux, ouais. Mais je crois que c'est les inconnus aussi qui m'intéressent vachement en littérature, quoi. Le fait que la littérature ne dise pas forcément Ils ne disent tout, pas tout, ouais. le fait Oui, que, en totalement. tant que lecteur et Ouais. lectrice, on puisse s'emparer du texte et en faire quelque Oui. chose, nous aussi, pour voilà, qu'on puisse y voir ce qu'on a envie d'y voir, qu'on puisse interpréter comme on a envie de l'interpréter. Et je trouve que chez Dustan, il laisse cette place-là aussi, quoi. Oui. Il y a, on en fait un peu ce qu'on en veut de ces textes. D'ailleurs, Oui. il y a plein de gens, enfin, il a été quand même mis au banc de la société littéraire et des communautés homosexuelles parce que beaucoup de gens n'ont pas totalement compris ce que Dustan proposait. Mais c'est Oui. vrai que c'est C'était pas provocateur aussi. très provocateur. C'est Ouais. pas très simple à comprendre. Il y a des gens qui crient au génie, et puis il y a des gens qui disent non, Mhm. mais ça n'a aucun intérêt. C'est voilà, c'est un mec qui raconte ses baises et ses nuits en club et on Oui. s'en fout. Alors que justement, Moi, j'y vois de la poésie. Oui. Mais Et puis moi, ce que j'ai vraiment ressenti très fortement en lisant Dans ma chambre, comme tu le dis, c'est le génie de la littérature, c'est ce qu'on ne dit pas autant que ce qu'on dit. Et là, dans un livre comme celui de Dustan, on a une telle place énorme, le sexe et le corps prennent toute la place. Moi, ça, à chaque fois, à chaque page, ça me fait me demander, mais qu'est-ce que ça couvre? Il y a un côté écran de fumée, il y a ce côté, oui, mais oui, bien sûr. qu'est-ce que ça couvre? Et évidemment, c'est une souffrance énorme, c'est cette espèce de vertige absolu quand on sait qu'on va mourir. Et c'est ça la beauté du texte, à mon sens, tu vois. Et il y a une phrase super belle que j'ai notée ici dans ma chambre. Donc c'est son mec. C'est son mec, il parle de son mec qu'il a plutôt poussé, disons, dans le sexe SM, qu'il a initié vraiment au milieu hard. Et donc il dit, donc un ami de son mec lui avait demandé comment ça se passait avec moi. Et il lui avait dit, donc son mec avait répondu, il m'emmène au bord du gouffre et puis on part en deltaplane. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Ouais, voilà, c'était... j'avais juste envie de lire cette phrase parce que j'avais trouvé ça Mais il y a des vertigineux, quoi. il y a des fulgurances chez Dustan. Ouais. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est effectivement qu'à un moment, la littérature s'empare de ces zones inconfortables et souvent tue, quoi. C'est-à-dire que moi, quelque part, je trouve ça assez réjouissant aussi qu'on ait une pleine page où Dustan nous raconte tous les godes qu'il Bah utilise. oui, ouais. Parce qu'en fait, Je suis d'accord. on le lit pas Son beaucoup. placard. On le lit pas beaucoup dans la littérature, comme si en fait il y avait des grands sujets littéraires et d'autres qui ne pouvaient pas trouver leur place dans la littérature. Et je trouve que c'est absolument faux, quoi. Il n'y a pas de plus grand sujet. Là, ce qui est de- particulier, c'est qu'il en fait le sujet principal aussi. Oui, Parce Ouais. que tu peux avoir un Bret Easton Ellis, par exemple, Bien et sûr. c'est sorti à peu près à la même époque avec Moins que American zéro, ou- ouais, ouais. Glamorama, où tu as vraiment des moments hardos quand même. Et en effet, par contre, c'est plus du prétexte, c'est pas Ouais. nécessairement le sujet, quoi. Mais tu vois ce qu'on disait avec Clara quand on parlait après avoir terminé le livre ensemble, c'est en même temps, et c'est, enfin, est-ce que c'est érotique? Moi, je trouve pas du tout. Tu vois, parce que c'est écrit avec c'est une telle clarté, c'est tellement chirurgical, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de C'est truc pas genre. très romantique, C'est pas romantisé du tout. c'est sûr. C'est presque documentaire. oui, il y a vraiment ce côté-là très documentaire chez lui. Mais j'ai l'impression que ça cache aussi une sorte de pudeur. grand romantisme. Enfin, c'est-à-dire que Ouais. j'ai l'impression aussi que c'est un livre qui est sur, un peu comme le mien d'ailleurs, sur la quête frénétique de la connexion avec l'autre, quoi. Ouais. Et que Dustan court un peu aussi après, finalement, la rencontre avec l'autre qui n'advient jamais totalement. Et d'ailleurs, à la fin, il part en voyage à Tahiti parce qu'il a le cœur brisé. Et donc, on sent quand même cette grande vulnérabilité Oui. sentimentale chez lui, qu'il essaye un peu de combler avec le sexe, mais il n'y parvient pas tout à fait. Oui, oui. Et je trouve que là, pour le coup, il y a un miroir avec aussi mon livre, quoi. Oui, c'est vrai.
Bah, merci beaucoup, Carole. C'était vraiment génial de t'avoir comme invitée dans notre podcast et merci pour cette super discussion. Oui, on remercie aussi le studio. Oui, bien sûr. On remercie le studio Question de Son pour nous avoir accueillis. Merci. Merci. Merci à vous. Merci.